Une suite récursive réelle est une application qui va de l'ensemble des entiers vers l'ensemble des réels. Pour un mathématicien, une suite récursive est un système dynamique. Si n désigne le temps, un serait la position d'un objet à ce temps, définie à partir de la position de cet objet au temps précédent, en utilisant une fonction f qui définit la relation récursive. Il n'est pas étonnant que plusieurs éléments relatifs à la fonction f aient une importance dans l'étude d'une suite. Les points fixes de f, qui sont les positions qui restent immobiles après l'application de f. Si un converge, la limite est nécessairement un point fixe. Les intervalles invariants par f. Si notre position initiale u0 est dans un intervalle invariant, alors toutes les positions ultérieures restent dans cet intervalle. Et enfin la position de f par rapport à la première bisectrice y égale x. Cela permet de savoir la monotonie de la suite. Malheureusement, même une suite récursive réelle peut être très compliquée. Elle peut ne pas converger et peut avoir un comportement chaotique. Deux positions initiales très proches vont donner des comportements très différents. La suite logistique est certainement l'exemple le plus connu. Les suites récursives réelles restent des objets d'intérêt même pour le mathématicien. Par exemple, l'étude du système chaotique le plus connu, le système de Lorentz et son attracteur étrange, passe par l'étude d'une suite réelle récursive, dont la fonction est représentée ici. Dans cette série de vidéos, on reste sur des exemples donnés en oral de concours, avec une difficulté plus ou moins grande. On commence dans cette vidéo par un type d'exercice extrêmement classique et explicite des mines. On continuera avec une étude plus théorique de Polytechnique, et dans une troisième vidéo, on étudiera une suite implicite donnée à Centrale, que je trouve vraiment difficile sans aide. Dans une dernière vidéo, je traiterai quelques exercices posés aux ENS, pour la filière MP. Dans ce premier exercice, on va étudier la suite récurrente définie par xn plus 1 égale arctangente de xn et x0 supérieur à 0. L'énoncé précise qu'il faut étudier la monotonie de la suite, sa convergence et un équivalent. Avant toute chose, il faut savoir faire un dessin, et pour pouvoir faire le dessin, il va falloir tracer la courbe de la fonction, donc la fonction x donne arctangente de x, normalement on sait à peu près à quoi ça ressemble, mais il faut surtout la tracer par rapport à la première bisectrice y égale x. Ce qui implique d'étudier la fonction g qui à x associe arctangente de x moins x. G est dérivable sur R, puisque arctangente l'est et x aussi. Et puis, quel que soit x appartient à R, g' de x, c'est égal à 1 sur 1 plus x au carré moins 1. Et ça, c'est inférieur à 0, quel que soit x. Pourquoi ? Parce que ce terme-là, il est plus petit que 1, puisqu'on divise par un nombre qui est plus grand que 1. Donc, g est décroissante sur R. Et on va pouvoir dresser un tableau. Alors, pas vraiment un tableau de variation, on va commencer par un tableau de variation. Ce qui nous intéresse, c'est le signe de g pour savoir la position de la courbe d'arctangente par rapport à la première bisectrice. C'est un tableau qui va être très simple, la fonction g elle s'annule en 0. Donc on va avoir que g est décroissante, g avec des calculs de limite assez simples vaut plus l'infini en moins l'infini et moins l'infini en plus l'infini. Et on peut voir directement que le signe de g est le suivant, g va être positif pour les x négatifs et négatif sinon. Donc la courbe d'arctangente, que je note C arctangente, est en dessous de la première bisectrice pour x positif. Donc la première bisectrice, c'est la droite delta d'équation y égale x. Pour x supérieur à 0. Et va être du coup au-dessus pour x négatif, mais en fait, comme
le premier terme de la suite, comme le premier terme de la suite est positif, on va s'attendre à ce que la suite elle-même soit toujours positive. Et en fait, c'est le dessin qui va nous le dire. Alors moi, j'ai pas tracé le dessin, je l'ai animé sur GeoGebra. Ici, on voit que pour x0 positif, la suite va être décroissante et on a bien l'impression qu'elle va tendre vers 0. Donc on a les conjectures suivantes. La première, c'est que xn est positif quel que soit n appartient à n. Ça, il faut quand même le démontrer. Xn est décroissante. Et puis xn tend vers 0. Et quand on aura montré que xn tend vers 0, on pourra s'occuper de l'équivalent. Donc on montre que xn est supérieur à 0, quel que soit n appartient à n. Donc là, on est en train de montrer qu'on a un intervalle invariant. L'intervalle, c'est 0 plus l'infini. Alors c'est toujours par récurrence, ce genre de choses. En fait, il va y avoir beaucoup de récurrences, en général, dans ce genre d'exercice. Pas tout le temps, quand on peut aller plus vite, on le fera. Donc pour la rédaction de cette récurrence, qui est très simple, je vais aller un peu vite. x0 ici est strictement supérieur à 0 par hypothèse. Pour l'hérédité, ça va aller aussi très vite. Mais en oral de concours, on s'attend vraiment à ce que vous les fassiez, ces récurrences. Si xn supérieur à 0, alors xn plus 1 qui vaut arctangente de xn est supérieur à 0. Ça, c'est la fonction arctangente qui est positive sur 0 plus l'infini. Donc, xn est supérieur à 0, quel que soit n appartient à n. On est passé un petit peu rapidement dessus pour avancer. Maintenant, on va montrer que xn est décroissante. Ça va être très rapide en fait, parce que quel que soit n appartient à n, j'ai de xn qui vaut arctangente de xn moins xn, donc qui vaut xn plus 1 moins xn. En fait, cette fonction, on a montré qu'elle était négative pour xn positif, car xn est supérieur à 0. Voilà, donc xn est toujours supérieur à xn plus 1. Xn est décroissante. Sinon, alors là en fait c'est quelque chose de très général, c'est que si la fonction qui définit notre suite, ici c'est arctangente et croissante, alors la suite est toujours monotone, décroissante ou croissante. Ça devient un petit peu plus compliqué quand la fonction est décroissante. Ici arctangente, elle est croissante. Une autre manière de démontrer que la suite elle va être monotone, donc décroissante ou croissante, c'est d'utiliser encore une fois une récurrence. Ici il n'y a pas besoin parce qu'on a déjà étudié la fonction g. Et en général, on va passer par là. On étudie toujours cette fonction arctangente moins x. Enfin, on étudie toujours la position de la courbe de notre fonction qui définit la suite récurrente par rapport à la première bisectrice, ce qui nous permet de connaître en fait le sens de variation de la suite très rapidement. Du coup, ici, la suite elle est décroissante, minorée par 0. La suite converge. Ça, c'est un théorème qu'on utilise toujours dans ces exercices-là. C'est le théorème de la limite monotone. Et en plus, on sait vers quoi elle converge. En tout cas, on sait des limites qui vont être candidats à la convergence. Ça va être les points fixes de notre fonction, les points fixes de arctangente. Mais les points fixes de arctangente, c'est les zéros de G. Et on les a déjà calculés, il n'y a que 0.
Donc la seule limite potentielle est L égale 0. Donc ça, c'est l'étude de G qui nous le dit. Donc, xn tend vers 0, quand n tend vers l'infini. Voilà. Ça, ces 3 étapes, il faut savoir le faire rapidement. Alors, ça dépend de votre section. Si vous êtes en MP, c'est un exercice des mines des NP, je ne pense pas que ce soit considéré comme un exercice compliqué. Au contraire, c'est plutôt un exercice simple. Il faut savoir un petit peu dérouler tout ça. Si vous êtes dans d'autres sections, par exemple en TSI, là, vous serez aidé. C'est écrit explicitement dans les programmes que les sujets doivent avoir des questions intermédiaires. Bon, après, évidemment, le correcteur va essayer de vous laisser le plus indépendant possible. Et la dernière question, c'est un équivalent de xn. Alors là, on va utiliser une technique qui revient extrêmement souvent. L'idée, c'est d'étudier xn plus 1 moins xn plus 1 puissance alpha moins xn puissance alpha. Et en fait, d'essayer de faire apparaître le terme d'une série divergente. Et on va voir pourquoi. En fait, c'est vraiment une technique qu'il faut connaître, qui revient assez souvent. Donc là, soit on va utiliser le théorème de Césaro, mais sinon, en fait, moi, je trouve que il se raccroche plutôt bien aux comparaisons de séries qui sont au programme de toutes les sections, soit en sup, soit en sp. Donc ici, xn plus 1 puissance alpha moins xn puissance alpha, c'est arctangente de xn le tout puissance alpha moins xn puissance alpha. Et en fait, il faut connaître ici un développement limité de arctangente, c'est que un développement limité de arctangente, c'est x moins 1 tiers de xn au cube. Et on va se borner à ce développement-là. Donc ici, c'est arctangente. Donc dans l'exercice, il y a ça à retrouver, et je pense qu'on peut vous demander de le redémontrer. Donc c'est évidemment quand x tend vers 0, c'est important quand même. On peut vous demander de redémontrer ça. Alors comment on fait? Par exemple, en voyant que arctangente de x, c'est la primitive de 1 sur 1 plus x carré, et en intégrant le développement limité de 1 sur 1 plus x carré. En fait là, c'est le début du développement en série entière de arctangente qu'il faut aussi connaître, qui n'est pas très compliqué. Je le mets ici. Arctangente de x, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Donc il n'est pas très compliqué, il y a une somme alternée avec des termes impairs, et puis on l'obtient très rapidement en intégrant celui de 1 sur 1 plus x carré. Alors ici, en fait, on va pouvoir factoriser par xn dans la parenthèse, ce qui nous laisse dans cette parenthèse ce terme-là, et en fait, ce qu'on va pouvoir faire derrière, c'est le développement limité. Ce qu'on va pouvoir faire derrière, c'est le développement limité de cette parenthèse-là avec le puissance alpha. Alors quand on fait ce développement limité-là, on va encore une fois se borner au premier terme. Donc c'est n tend vers l'infini, j'ai mis x tend vers 0 ici, en fait c'est plutôt n tend vers l'infini. Je vais pas le changer, mais c'est une petite erreur de ma part. Voilà, donc on a cette équation-là, on va pouvoir développer le xn puissance alpha, qui, j'aurais pu le mettre directement, qui va s'annuler avec celui-ci. J'ai mis 1, 2, c'est pas du tout 1, 2, c'est un alpha. Il s'annule et on obtient ce terme-là. Et donc là, tout l'intérêt de cette technique ici, si vous l'avez jamais vue, ça peut paraître un peu compliqué, donc il faut la revoir encore une fois et encore une fois.
tout l'intérêt de cette technique, c'est de choisir notre alpha pour que ici, on ait le terme d'une série qui soit divergente. Là, on a un alpha qui est tout trouvé. C'est alpha égale moins 2. Donc pour alpha égale moins 2, alors alpha égale moins 2, donc du coup, quand on fait 1 sur xn puissance alpha, ça nous donne du 1 sur xn au carré. On remplace ici en fait. Et là, alpha égale moins 2 nous donne du xn puissance 0. Pareil pour ici. Xn puissance 0, c'est 1. Ça, c'est le terme d'une série divergente. Donc là, on va comparer. Donc là, on va comparer les séries divergentes. Donc, et là, on a le terme d'une série télescopique. Donc, la somme pour n variant de 0 à grand n-1 des 1 sur xn plus 1 carré moins 1 sur xn carré est équivalent à la somme des 2 tiers pour n variant de 0 à n-1 pour grand n tend vers l'infini. Ça, c'est par comparaison, donc ça, c'est égal à 2 sur n. 2n sur 3. Et ça, c'est la comparaison des séries alors à terme positif. Donc là, vu que à droite, on a 2 tiers, les séries vont être à terme positif au bout d'un moment. À terme positif. Sinon, c'est le théorème de Césaro qu'on ne voit pas dans toutes les sections. On a ça. Ça, c'est évidemment égal à 1 sur xn au carré moins 1 sur x0 au carré. 1 sur x0, c'est un petit O devant grand N, donc on va pouvoir l'enlever. Et du coup, après un petit calcul, juste en prenant l'inverse, on obtient que xn est équivalent à racine de 3 sur 2n. Je vous conseille de revoir cette technique. Il y a beaucoup d'exemples dans lesquels on peut la réutiliser pour beaucoup de fonctions différentes. En fait, sinus pour xn plus 1 égale sinus de xn, il me semble qu'on peut l'utiliser. Et puis en fait, pour beaucoup d'autres, il suffit de voir sur Internet des exemples de ça et vous allez pouvoir retrouver cette technique-là pour pouvoir vous exercer. C'est vraiment une technique qui revient très souvent. Et puis si cette technique ne marche pas, alors c'est là où les ennuis commencent, il va falloir essayer de trouver autre chose.